Qu'est-ce que c'est? Comme ça, c'est un gros sujet. Je te laisse commencer. Le changement climatique, c'est d'abord deux choses. L'évolution des températures, donc avec le réchauffement. Bon, trop de gens pensent qu'il n'y a que le réchauffement, alors qu'en fait, comme on vient de le voir à Arles, mais c'est pas nouveau, il y a surtout un dérèglement. La montée de l'eau dans la mer, l'extinction de plusieurs animaux. Oui, la sécheresse par exemple, ça a plusieurs effets. D'abord c'est les effets qu'on ressent, c'est les informations qu'on peut avoir, c'est les questions qu'on se pose. Le fait qu'on fait n'importe quoi avec la planète, qu'on s'en occupe pas comme on devrait s'en occuper, et ça crée le changement climatique. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, c'est plus un problème qu'autre chose. Ça nous touche tous parce que il y a des explications scientifiques rationnelles qui disent que il faut s'y pencher parce que si on dépasse les 1,5 de réchauffement, de réchauffement en température au niveau mondial, en fait, on court à la catastrophe. Oui, c'est un mensonge. C'est-à-dire que le changement climatique est propagé par toutes les télévisions, tous les journaux, qui sont tous de la même voie. Je pense que le boulot de scientifique, c'est pas être d'accord avec l'État. C'est raisonner par rapport à ce qu'il voit et à ce qu'il a calculé. Donc le réchauffement climatique, pour moi, c'est pas juste des paroles et quelque chose mis en scène par les médias et l'État, c'est quelque chose de vrai. Je me sens pas tout à fait capable de juger parce que j'ai pas assez de connaissances, j'ai que des observations. Et oui, je vois aussi que le climat, ça change. C'est la fin d'un cycle et que, on va dire, il y a eu plein d'ères glaciaires, il y a eu plein d'ères de réchauffement climatique. Et j'ai l'impression que celle-là, elle est accentuée, accélérée par la production que nous, on fait et on a de gaz carbonique. Voilà, donc je pense que le phénomène est accentué, est accéléré du fait de notre activité humaine. Tout ce qui était en collectivité, à la limite, laver le linge, ça se faisait en communauté. Maintenant, on a chacun nos machines à laver. Enfin, en fait, toute la collectivité est rentrée dans la maison et chacun individuel, quoi. Donc, on est l'individualisme réchauffe la planète. C'est le résultat de plusieurs années d'excès du système de consommation basé sur les énergies fossiles. Une histoire de courant, de fonte des glaces, de montée des eaux, de ceci, de cela. Enfin, pour moi, ça va être un concept un peu ubuesque. Évidemment, comme effet, on va avoir, puisqu'ici c'est comme particulier, on va avoir la Camargue qui d'ici une vingtaine d'années disparaît quasiment sous les eaux. C'est quelque chose de comme l'a dit monsieur, c'est catastrophique. Mes enfants et mes petits-enfants, vraiment je les pleure, parce qu'ils vont souffrir. Et il me semble que, vu l'attitude générale de la population, des gens je m'en fous, n'est-ce pas, et que ça sera de plus en plus inévitable. L'évolution des températures, le changement des climats, là actuellement la tornade qu'il y a pu avoir à Arles, donc voilà, pas mal de changements négatifs et d'évolution vers le chaud. Les problèmes de gestion de l'eau qui disparaissent. Voilà. La sécheresse, ouais. Du coup l'évolution aussi de l'agriculture. Vers quelque chose de dramatique quoi, pour la population, c'est-à-dire j'imagine c'est le rationnement de l'eau. Le fait que le climat va nous amener plus de chaleur, plus de précipitations, plus de dégâts, de catastrophes naturelles. Ça s'explique tout seul. C'est le climat qui change. Bon, en fait, on change d'air. La planète change d'air. Et notre souci, c'est pas tant le changement de climat, c'est que c'est un changement qui a été opéré par l'homme
très rapidement, parce que c'est vrai qu'au vu de l'histoire de la planète, de ce qu'on sait aujourd'hui, on sait que la planète, de toute manière, elle a des cycles de quelques milliards d'années, mais elle est sur des cycles. Mais là vraiment, on a accéléré. Voilà. Et au niveau social, ça entraîne énormément de choses. Ça entraîne des migrations, ça entraîne... Voilà, donc c'est un ensemble tellement vaste. Donc ouais, c'est ça, ça va avoir des impacts aussi sur les sociétés, sur les relations entre les hommes et du coup la violence qui pourra aussi, de par les inégalités que ça va engendrer. Puis enfin bon, je pense que c'est pas en 30 secondes qu'on peut en parler, parce qu'il y a tellement de choses. Ouais. On a tout ce qui est... voilà. On a tout ce qui est... voilà. En Camargue, le changement climatique, on va le percevoir par la montée, l'élévation du niveau de la mer, par les changements de température. Ça, c'est quelque chose qui se perçoit au niveau mondial et qu'on va commencer à percevoir au niveau local. L'augmentation de la fréquence des tempêtes, l'augmentation de la fréquence des sécheresses. Et là, on est sur des sujets qui nous touchent particulièrement. Qu'est-ce que le changement climatique ? C'est d'abord un phénomène qui aujourd'hui impacte l'ensemble de la planète et qui donc doit être à la fois accompagné parce qu'il y a des bouleversements ou des phénomènes qui sont maintenant partis et qui donc demandent à être accompagnés. C'est l'adaptation au changement climatique et à la fois qui nous invite à être un peu plus attentifs sur notre relation à la nature et notre manière de consommer, de produire pour éviter que ces bouleversements ne prennent une ampleur qui ne dépasse l'humanité dans sa capacité à s'adapter et donc soit source de conflits ou de drames en tout genre. Ce durcissement climatique, il n'est pas neutre et il est aussi chez nous, il est aussi chez nous aujourd'hui. C'est pas parce que parfois on dit oui, il va se passer ça dans tant de temps, mais ça a déjà démarré. Et c'est ça qui est important, je veux dire, c'est effectivement de voir que ça a déjà démarré et qu'il faut trouver des mesures dès maintenant. Alors le changement climatique pour moi, c'est notre empreinte sur la planète, le résultat de nos activités sur la planète qui nous accueille. Donc le changement climatique pour nous, c'est un phénomène naturel, sauf qu'actuellement il s'accélère dû à l'action humaine. Et donc on a une accélération et une amplification des changements qui fait que les espèces, végétales comme animales, n'ont pas le temps de s'adapter. C'est ça qui pose problème. La question du réchauffement climatique menace directement la survie de l'humanité. Alors pour certains collapsologues, c'est dans pas longtemps et tout le monde. Pour d'autres, c'est un peu plus de temps et moins de monde. Et puis, de toute façon, en termes, la question de ce changement climatique va nous obliger de repenser beaucoup de choses. L'augmentation des gaz à effet de serre qui provoque donc une augmentation des températures, la fonte des glaciers, des épisodes climatiques extrêmes, ça peut être des sécheresses de plus en plus importantes, des pluies aussi qui seront de plus en plus importantes aussi à certains moments de l'année. On pense que c'est l'activité humaine qui est responsable de ce changement climatique, donc avec les énergies fossiles. Ça peut être les activités agricoles, l'élevage, l'industrialisation ou plein d'autres activités. Alors pour nous, ça va se traduire en fait sur la modification de la fréquence des crues, et également en fait sur l'élévation du niveau de la mer. Voilà, ça représente que ça pour moi. Après, il y a des effets induits, si vous voulez, c'est que c'est vrai qu'on est voisins avec des partenaires comme le parc de Camargue, et donc on voit bien que sur la ressource en eau, ça va être une problématique aussi qui commence déjà à exister, et également en fait sur les étiages, donc sur les basses eaux, qui deviennent de plus en plus fréquentes, mais qui ont moins d'impact sur notre activité. On va avoir moins d'eau disponible. On aura autant d'eau sous forme de précipitation, sauf qu'au lieu de tomber sous forme de neige, elle va tomber sous forme de pluie.
Il y a cet échelon en fait, changement climatique sur la Durance. Et puis il y a aussi l'échelon local parce qu'il y a aussi des précipitations sur le territoire de l'Accro. Potentiellement, le changement climatique va aussi faire évoluer le besoin en eau des cultures, c'est-à-dire qu'on sait que l'évapotranspiration va augmenter. On risque d'avoir besoin de plus d'eau. Une spécificité aussi de la nappe de l'Accro, c'est que c'est une nappe littorale, c'est-à-dire que les eaux douces de la nappe phréatique sont en contact avec les eaux salées de la mer, qui risquent de rendre impropre à la consommation l'eau de la nappe sur la partie littorale de celle-ci, sur laquelle il y a des usages. Il y a des populations, il y a des activités économiques, etc. etc. Puisque on note ces dernières années des phénomènes, on va dire, de plus en plus fréquents et surtout de plus en plus forts en termes d'une part de sécheresse, puisqu'on a des épisodes de sécheresse et caniculaires en période estivale qui sont de plus en plus forts et fréquents. Et on a aussi parallèlement en hiver des périodes de fortes pluies, ce qu'on appelle les épisodes cévenols. Voilà, des crises qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus compliquées à gérer parce que forcément les solutions aujourd'hui ne sont pas si évidentes que ça. Le changement climatique qui nous préoccupe, c'est un changement très rapide, en l'espace de 150 ans, 200 ans. Et donc avec une capacité d'adaptation de la biodiversité par exemple, on s'interroge sur cette capacité sur un temps très court. C'est tous les acteurs en fait, régionaux et territoriaux qui doivent œuvrer ensemble pour limiter ces effets et ces impacts. Alors pour nous, le changement climatique, c'est l'opportunité pour les gens de s'intéresser à un sujet qui finalement était peu investigué jusqu'à présent. À savoir comment est-ce que collectivement on construit un habitat qui soit peut-être plus juste et plus respectueux à la fois de l'homme et de l'environnement. Pour moi, le changement climatique, c'est un peu le dernier avatar d'une histoire incroyable, l'histoire d'une espèce qui a conquis la planète. Et cette espèce, c'est l'homme, bien sûr. Et on est en train de vivre un moment où l'homme réalise qu'il a touché à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain, mais de l'ordre des grands équilibres naturels, et quelque chose qui lui échappe et qui le dépasse. Et voilà, on est à ce moment-là, et on se demande tous, est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va persister, ou est-ce qu'enfin il va être raisonnable et est-ce qu'il va être humble? Et là, suspense. Ah, attendez, il faut que je change le programme. L'écologie, c'est pas au centre d'intérêt de beaucoup de personnes. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce que nous devons, c'est réfléchir ensemble. Puis je pense, faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire informer, sensibiliser, mobiliser, quoi. Localement, là, à froid, pardon, je pense... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, c'est énorme comme débat de toute façon, mais Il y en a des choses. Des solutions. Peut-être l'utilisation de moins de plastique, utilisation de moins d'eau, moins utiliser les voitures. Développer le transport en commun. Une vision très globale qui parle de nos moyens de nous déplacer, de nos moyens de consommer, de nos moyens de se vêtir. Que l'avantage sur ce territoire-là, c'est que c'est un territoire sur lequel on peut être en autonomie alimentaire à quasiment 98% de la population, contrairement à d'autres villes. Développer les pistes cyclables, développer les transports en commun. Bon, Arles, c'est particulier, c'est la plus grande commune de France. Ouais, utiliser les transports en commun, des vélos, des choses comme ça. Manger moins de viande. Manger plutôt des produits régionaux. Ce qui est transport en commun, les trains, les choses comme ça qui devraient être un peu plus développées. Qu'est-ce qui serait utile de faire sur notre territoire selon vous? Vous restez sur votre conviction. Il y a un énorme travail à faire sur Arles sur le traitement des déchets. On veut préserver l'humanité, mais quelle humanité? L'humanité qui pollue justement? Il faut qu'on se sente concerné. Aujourd'hui, c'est surtout on vit dans un monde égoïste, c'est-à-dire que chacun a son petit plaisir et ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Prendre conscience le mieux possible que je peux du mensonge qui existe
C'est un mensonge énorme, colossal, donc c'est pour ça qu'on n'y croit pas, c'est un complot. Donc, bah, on est simplement trop nombreuses, hein. Tu ne peux pas arranger ça autrement. Non, bien sûr, on ne peut pas redevenir chasseur-cueilleur du jour au lendemain, on ne peut pas revenir en arrière. Des engagements de la part des élus, quoi, dans le sens aussi pour qu'il y ait des actes imposés pour pouvoir avancer dans le fait de changer, nos modes de consommation, nos modes de circulation, nos modes de production, tout ça. Mais les credos sur lesquels tout le monde s'accorde de toute manière et auxquels je m'accorde aussi, consommer local, faire le plus local possible. Effectivement, un truc qu'on n'exploite pas du tout est développer la consommation chez des artisans locaux. On n'aurait besoin de rien importer du tout en fait. On refuse d'acheter des choses qui sont produites avec beaucoup d'énergie. Pas pour mettre des frontières sur les territoires et dire ceux qui sont d'ailleurs ne sont pas les bienvenus, mais revenir à des logiques plus simples. Oui, d'arrêter de consommer, mais enfin, arrêter de consommer on ne peut pas, mais enfin qu'on consomme au moins des choses... Alors non, ce qui manque actuellement, c'est beaucoup de pédagogie et beaucoup d'humilité. Les gens prennent individuellement conscience des problèmes et fassent des petites choses. Alors, chacun à son niveau. Si tout le monde le fait, ça finit par faire une grande chose. Il faut essayer de trouver des moyens pour engager les gens. Bah, chacun déjà son petit truc chez lui. On ne peut pas laisser les grandes entreprises... si on compte quoi sur elles, sur les grandes entreprises, à changer quelque chose, ça ne changera jamais. Nous, à notre hauteur, on peut tous faire quelque chose. Ouais. Je pense que déjà, ce qui est important, c'est de créer des solidarités sur place pour faire face justement à tout ça. Et après, on essaye de chacun faire sa petite part, je suppose. Ouais, mais moi, au-delà de la petite part, parce que là-dessus, on pourrait dire, encore une fois, sensibilisation, accompagnement, le travail associatif, en étant de la partie, je le vis au quotidien, mais pour moi, c'est plutôt un engagement politique. C'est ce qui fait que ça changera peut-être un petit peu. Pas de ouf, mais un petit peu, oui. Elles sont trop dures, les questions. Oui, voilà. Contre. Alors contre, je pense qu'on ne peut rien faire. Je pense qu'on peut juste l'accompagner. Et on peut juste... Ouais, c'est ça. Juste se mobiliser par rapport au recyclage, à un titre individuel, et être éco-responsable dans notre manière d'acheter, savoir ce qu'on achète, d'où ça vient. Donc ça, pour moi, c'est un vrai acte citoyen. La qualité d'humain, c'est que l'humain, en fait, il aime les petites échelles, quoi qu'on en pense. Changeons nos habitudes, c'est très important. La désobéissance civile. Toi, tu es pour la lutte armée? Armée de fleurs. Il faut que je relise mes notes parce que je n'ai pas tout appris par cœur. Donc il y a tout un aspect qui est celui d'aider le maximum de gens à comprendre de quoi ils retournent quand on est confronté à la question du changement climatique. Donc il y a une question donc là de toucher l'individu. Hein, voilà. Et après, je dirais, il y a un deuxième volet qui touche plutôt au commun, au collectif. Pas les mêmes notions, mais quand même, voilà, c'est-à-dire comment on s'organise ensemble. Il ne suffit pas d'avoir une juxtaposition de gens sachants, encore faut-il qu'ils soient capables de se parler, de s'écouter et d'organiser des réponses, des évolutions, etc. Cette réserve, c'est une des plus grandes réserves de France et c'est une des plus grandes zones humides aussi que l'on va trouver en France. Le fait de protéger cette zone humide va permettre en fait de créer une zone tampon pour atténuer les effets du changement climatique. Notre rôle majeur en fait dans ces questions de changement climatique va être un rôle de veille. La stratégie du Pays d'Arles, c'est de réduire cette facture énergétique en consommant moins, en isolant mieux nos bâtiments, en étant plus sobre, en optimisant nos équipements. Et puis, comme nous aurons toujours besoin d'énergie à la fin, faire en sorte que cette énergie soit produite localement sur le territoire du Pays d'Arles et que finalement puisse faire travailler l'économie locale. On dit que les gens qui viennent à ce festival soient confrontés à une autre manière de faire au quotidien, où il y a une charte pour limiter l'impact climatique.
On peut rencontrer au village des alternatives et de la transition un certain nombre de structures qui ne vont pas limiter l'évolution du climat, mais vont montrer des aspects pour limiter les dégâts. C'est une question de fond à laquelle on essaie de répondre par toutes les missions qu'on effectue au sein du parc, que ce soit sur la biodiversité, sur la résilience, ou bien par exemple sur l'énergie. On essaie de développer les énergies renouvelables. On travaille aussi sur l'agriculture, sur le développement de l'agroécologie, autre façon d'anticiper, d'atténuer peut-être le changement climatique. Nos missions sur le tourisme également, où on essaie d'avoir un tourisme plus vert, plus propre entre guillemets, plus durable en tout cas. D'informer, mais on voit bien que ça ne suffit pas, puisque les médias principaux informent également, mais les changements au niveau du citoyen ne sont pas si significatifs que ça, et essayer de faire prendre conscience de manière plus importante auprès de la population. L'agriculture a déjà conscience en fait de ces enjeux du changement climatique. Donc Climat 21, c'est un outil national qui décrit l'évolution du changement climatique à partir des scénarios du GIEC. On travaille avec les agriculteurs sur différentes filières. Par exemple cette année, on a travaillé sur l'arboriculture et la viticulture, où on montre les évolutions du climat à travers ces indicateurs et on leur propose des pistes d'adaptation ou d'atténuation. Aujourd'hui, sur le Rhône, on ne voit pas le changement climatique sur un plan statistique. On ne le voit pas en fait pour les crues. On le voit pour les étiages. Donc l'agence de l'eau a mené des études et on le voit sur les basses eaux. On voit que les basses eaux sont de plus en plus fréquents. Il y a moins d'eau qui coule dans le Rhône. Ça, on le perçoit depuis quelques années. Ça, c'est le premier aspect, les digues fluviales. Ensuite, il y a le deuxième aspect, c'est l'aspect maritime. Alors là, la montée des eaux, personne ne la discute. C'est quelque chose qui est effectif. On est en train d'initier un plan littoral, un schéma littoral qui va aller de Fos jusqu'au Gros du Roi, la limite départementale, donc qui va couvrir, on va dire, la façade maritime du delta du Rhône. Et donc l'objectif, c'est de définir une stratégie qu'on va partager avec tous les acteurs. Donc, on anime aux côtés des services de l'État la commission exécutive de l'eau, qui est là justement pour essayer de réguler des niveaux d'eau entre les niveaux de la mer et des étangs, pour essayer justement, quand il le faut, de faire évacuer le plus d'eau possible. On est aussi sur des modèles expérimentaux, et je pense notamment sur la gestion des anciens salins, où effectivement, depuis que l'activité économique liée à la saliculture a disparu sur ces anciens salins et que le Conservatoire du littoral a racheté ces espaces, le parc de Camargue, avec ses partenaires, donc sont la SNPN et la Tour du Valat, ont expérimenté un nouveau modèle, ce qu'ils appellent la renaturation des anciens salins. On doit aussi nous accompagner ce changement, on va dire, presque sociétal, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué pour des populations que de voir bouger son environnement. Donc voilà, on n'est pas au bout de nos réponses, on n'a pas toutes les réponses à cela, mais on est en pleine transition aujourd'hui et on voit qu'on doit mettre en place des outils pour accompagner aussi ce nouveau regard qu'on doit poser sur ce territoire qui change et qui de toute façon a toujours changé. En tant que Tour du Valat, notre site est géré de façon la plus éco-responsable possible. Notamment, on a toute une démarche de sobriété énergétique. On a isolé nos bâtiments avec de la paille et de la balle de riz. On se chauffe avec de la biomasse. On a une cantine qui se nourrit à partir de produits locaux et de saison. Enfin voilà, on essaye d'être les plus vertueux et c'est un combat de tous les jours parce que les tentations sont réelles et constantes. Grec Sud a pour mission principale de transférer les connaissances scientifiques les plus récentes sur le climat, sur l'évolution du climat en réalité, le climat passé, présent et futur. Donc c'est apporter des réponses aux acteurs territoriaux, c'est valoriser les travaux scientifiques. Finalement, le GREC est un relais du GIEC qui lui agit à l'échelle globale. Notre conseil de développement va travailler avec les élus pour faire une proposition pour un projet de territoire pour le Pays d'Arles. Et ce projet de territoire, il faudra qu'il soit fait en transition et avec l'ensemble des acteurs. Sur cette question justement de qu'est-ce que c'est que le changement climatique pour nous et comment est-ce que ça se met en œuvre dans ces actions-là, typiquement, on a une orientation qui est forte et qui est de dire que la transition, elle doit être écologique, mais elle doit aussi être solidaire. Et qu'on ne peut pas amorcer un virage de la transition en laissant certaines populations sur le côté. Il y a d'abord qu'est-ce qu'on fait soi-même, et puis ensuite qu'est-ce qu'on essaye de faire avec les autres. Alors qu'est-ce que je fais moi-même ? Je vais vous dire, j'essaye de vivre à peu près en harmonie avec tout ça, en cohérence, parce que je pense que le plus important dans une vie, c'est d'être cohérent avec ce qu'on dit. D'un côté,
il ne faut pas dire que si moi je fais rien, personne ne ferait rien. Vous voyez, c'est un peu difficile. Parce que moi, je pourrais dire, bon, si moi je fais quelque chose, ça ne changera pas, parce qu'il y a plusieurs de personnes sur notre monde, il faut que tout le monde fasse quelque chose. Donc moi, je fais rien. Donc si tout le monde pense ça, on n'aura pas de progrès. Maintenant, est-ce que je me sens vraiment concerné par l'écologie et la prise de conscience qu'il faut faire attention et tout? Non, pas du tout. Plus de gens se joignent à des associations comme la vôtre, et qu'on développe des petites stratégies pratiques. Parce que de parler n'est-ce pas, de la mer qui monte, et on sait que, n'est-ce pas, ce qui va arriver à la Camargue, que tout le monde sait, on sait ça, et on dit, oh, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a des tas de gens qui sont des grands propriétaires qui disent, oh, ça ne m'intéresse pas, je suis trop vieux, et voilà. Moi, j'ai un rôle à jouer parce que déjà, il me reste du temps devant moi. Il me reste du temps. Le temps n'existe pas. Bon, enfin bon, j'ai l'impression qu'avec vous, il n'y a rien qui existe. Donc, Excusez-moi. Moi, au niveau individuel, oui, parce que j'ai l'impression déjà de le faire. Et puis voilà, je fabrique ma lessive, je fabrique mon produit vaisselle, bientôt les cosmétiques, en partie en tout cas. Voilà, et puis plus de plastique, des choses comme ça, oui. Peut-être presque un petit peu plus pessimiste que toi sur le côté individuel qui est très important. Mais malheureusement, si ça ne s'inscrit pas dans une démarche plus collective, il n'y aura pas beaucoup d'impact. Chacun. Ah oui, bien sûr. Absolument. Tout le monde. Il y a des gens qui ne le savent pas, il y a des gens qui le savent, qui ont conscience. Mais oui, tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Le recyclage, par exemple, qui est en fait, le réchauffement climatique, c'est pas un truc auquel je m'intéresse spécifiquement parce que c'est qu'un aspect d'un problème beaucoup plus global. Et pour moi, le recyclage, c'est la solution en grande partie à ce problème plus global. Tout le monde a un rôle à jouer, c'est-à-dire ne serait-ce la sensibilisation. Sensibiliser les gens. Ceux qui ne savent pas, par exemple, leur dire, celui qui a une idée à lui, qu'il la présente, cette idée. Peut être bénéfique non seulement au niveau individuel, peut-être au niveau sociétal. Et on blâme souvent les Nestlé, les Danone et tout, mais ils font quoi? Ils nous vendent des trucs et on les achète. Et c'est à nous, acheteurs, consommateurs, de faire les choses. Si demain, regardez, vous connaissez l'application Yuka? Intermarché, ils vont changer 9000 recettes, je crois, suite à l'ampleur qu'a pris Yuka. C'est grâce à qui? C'est grâce à nous. Il faut arrêter de dire oui, mais le gouvernement si, ou les grosses entreprises ça. Les grosses entreprises, elles font quoi? Elles nous vendent des choses qu'on veut. Si demain, je dis je veux autre chose, quelque chose de plus propre, ils vont le faire. Pas parce qu'ils sont éco-friendly, mais parce qu'ils veulent nous vendre des choses. C'est le but d'une entreprise, vendre. Voilà. Et l'être humain, il ne manque pas de génie. Voilà. Sensibiliser et inventer. Voilà. Très bien. Bah oui. Comme on a dit dit, chacun a son petit rôle. On se fond. C'est quand nous, on aura changé nos façons de consommer et de vivre qu'on arrivera à faire évoluer les plus gros pollueurs. Ne serait-ce que le deuxième plus grand pollueur, c'est le textile. Bien sûr, moi je veux aussi, j'ai compris que tu faisais partie d'une association. Ouais. Moi aussi, je fais pas mal d'associations. Et puis j'ai une entreprise aussi qui œuvre justement dans la mise en pratique d'un changement de type de consommation. À notre échelle, changer de manière de faire, de consommer, de vivre. Oui, un rôle à jouer, pour moi c'est une évidence et c'est une facilité de déculpabilisation de dire que c'est la faute des multinationales et c'est la faute des gouvernements. C'est nous qui votons pour nos gouvernements et c'est nous qui achetons à nos multinationales. Moi je dirais qu'on a plus qu'un rôle à jouer, c'est que comme pour aller dans ton sens, si ça ne bouge pas, il va falloir qu'on agisse sérieusement et de manière assez impactante, sans compter sur le politique puisqu'il ne bouge pas ses fesses. Donc voilà. Ou pas assez, parce qu'il ne faut pas dire, il y a quand même des choses qui se font, qui sont bien, mais ça ne va pas assez vite. C'est sûr. Je ne vois pas comment, même en militant, même les militants, même si on vient tous dans la rue, il faut être tous ensemble. Et en fait, on a besoin d'être
ancrés sur nos territoires. Je pense que ça c'est une des moyens de réfléchir autrement et de lutter contre le changement climatique. Oui, donc le changement climatique, quelle affaire ? Il faut absolument qu'on arrive à se mettre autour de la table et être d'accord sur le constat. Une fois que le constat est commun et partagé, c'est là où il va falloir commencer à travailler un peu plus et essayer de trouver quelles sont les solutions pour adapter notre territoire et innover surtout pour trouver un schéma qui fonctionne pour demain. Et donc on ne peut pas uniquement se projeter à long terme. Et donc qu'est-ce que nous pouvons faire au quotidien, à court terme, pour à la fois répondre préoccupations des habitants quotidiennes et à la fois préparer l'avenir. Rassembler l'ensemble des acteurs économiques aussi vis-à-vis du citoyen, essayer de lui apporter la connaissance, de l'aider, de le conseiller, voire lui donner les moyens, les outils, les objets qui vont lui permettre de réduire la facture énergétique. Ensuite, comment nous pouvons nous organiser, c'est aussi en tant que collectivité, en tant que maître d'ouvrage, en tant que propriétaire, donner l'exemple. Je pense qu'il faut créer des espaces de faire ensemble, de démocratie participative et de codécision pour engager le territoire vers son autonomie énergétique alimentaire par opposition à la marchandisation et au profit de l'économie actuelle. C'est vrai qu'il est important que chacun fasse des efforts à un niveau personnel, mais en sachant très bien que le poids, même si on fait des efforts, il est au niveau des structures économiques et des structures effectivement politiques. On se situe vraiment dans un cadre d'urgence climatique. Que la collectivité doit montrer l'exemple aux citoyens. Le citoyen doit également faire un effort dans cette partie qui est organisée à plusieurs sur le territoire, mais les acteurs économiques, les acteurs touristiques doivent également contribuer. Et puis, on va dire, ce travail d'organisation du territoire, c'est pas un sans l'autre, au sens où on attend souvent que l'exemple vienne d'en haut pour pouvoir travailler en bas, ce n'est pas toujours le cas. On voit aussi que d'en bas, il y a des choses qui commencent avec les citoyens, mais tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. C'est de renforcer la résilience. Ça veut dire en fait être plus indépendant des produits à base de pétrole, être moins lié aux exportations, aux produits venant des quatre coins de la planète, etc. Et bien sûr, renforcer également la solidarité, c'est-à-dire faire en sorte qu'au lieu que chacun cherche à trouver une solution individuellement, faire en sorte de trouver des solutions de groupe pour que quelque part, renforcer l'efficacité, mais également faire en sorte que les inégalités se gomment et la priorité ne soit pas forcément que consommer plus ou consommer autre. Alors là, il y a la question de la démocratie locale, il y a la question de comment on fait ensemble, comment on est capable de s'écouter, dans des questions plus psychologiques, plus institutionnelles, juridiques. Il y a effectivement des questions d'échelle entre le global, le local et tout ce qui est intermédiaire. Bon, voilà, il y a tous ces leviers, il faut prendre en compte. Donc, parce qu'en termes de complexité, on a le summum de ce qui va se poser devant nous, et en plus avec un aiguillon qui est la trouille derrière nous. Déjà le plan climat-énergie territorial. Donc pour nous, on pense qu'à travers cet outil, donc ça regroupe déjà l'ensemble des acteurs. Donc c'est un très bon outil. Et ensuite, au niveau du territoire, c'est peut-être déjà travailler sur les enjeux qui existent à l'heure actuelle. On sait qu'il y a le biseau salé. On parle d'économie d'eau, peut-être de changement de culture, avec des différents acteurs. Ça peut être l'INRA, l'IRSA, pour faire évoluer les cultures du territoire face au changement climatique. Parce qu'on ne va pas avoir la même réponse si on est sur un scénario moyen ou sur un scénario extrême. On n'aura pas la même réponse pour les 20 prochaines années ou pour les 100 prochaines années. On ne va pas apporter la même réponse pour les Saintes-Maries-de-la-Mer que pour les étangs de Camargue ou même pour Salins-de-Giraud qui est déjà un petit peu en retrait par rapport à la mer. Il faut qu'on arrive à faire converger en fait une stratégie qui soit partagée par tous. Je pense qu'on peut consommer moins d'eau. Une manière d'être résilient vis-à-vis de notre accès à tous à l'eau, ça serait d'adopter une démarche de sobriété. En gros, c'est comment on peut faire plus avec autant ou avec moins d'eau. Et pour faire ça, à mon avis, un des leviers très forts, c'est que les structures qui gèrent nos infrastructures de transfert d'eau aient la capacité d'investir pour moderniser encore leurs canaux. On accompagne notamment les agriculteurs et notamment les riziculteurs qui ont un rôle important à jouer
puisqu'ils ils apportent via leur façon de faire du riz, ils apportent un gros volume d'eau sur le territoire, un volume d'eau douce, et qui nous aide aussi, qui aide l'ensemble du territoire. On va dire c'est un véritable presque service public qu'ils amènent là. Ils aident le territoire à lutter contre le biseau salé qui remonte de plus en plus. Comment on peut accompagner la profession agricole et notamment rizicole à poursuivre son activité, toujours dans des ambitions aussi écologiques fortes. Or aujourd'hui, avec ces épisodes de grande canicule, comment est-ce qu'on accompagne, soit sur d'autres moments de la journée, soit sur d'autres moments de la saison, nos professionnels du tourisme à accueillir ces populations. Ça, c'est vraiment important que les actions d'adaptation et d'atténuation soient acceptées par tous pour qu'elles puissent être mises en œuvre et que finalement tout le monde joue le jeu en faveur de cette lutte contre le changement climatique. Un travail de concertation pour mettre tout ça ensemble et essayer de construire des solutions qui sont propres à notre territoire. Le point clé, c'est que le territoire n'est pas organisé, et non seulement il n'est pas organisé, mais il est dans une forme de déni ou d'omerta. Je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement, mais en tout cas, bon nombre des acteurs du territoire ne mettent pas la question du changement climatique dans le débat public et ne s'inscrivent pas dans ce débat. Et je pense qu'avant d'organiser le territoire, la condition préalable, c'est que précisément, on mette en scène, qu'on pose un constat, qu'on soit capable en commun de porter un regard et un diagnostic sur où on en est, quelle est la trajectoire sur laquelle nous sommes engagés. Et à partir de là, on pourra s'organiser. Oui, vaste question. Eh bien... Le territoire peut-il s'organiser ? Oh là là, ça c'est la question qui tue. Comment il peut ? Je n'en sais rien. En fait, je n'en sais rien comment il peut. Moi je dirais qu'il... Ça sera trop plus long que ce qu'il faudra, donc il vaut mieux que je fasse des petits coups. Restez concis. Donc la sonde multiparamètres, c'est pour représenter un petit peu les actions que va avoir la SNPN ici sur cette veille et l'enjeu de communiquer cette veille que l'on réalise pour la transmettre aux acteurs du territoire. Alors du coup, j'ai hésité avec un autre objet qui est la ganivelle, mais qui est un peu plus difficile à amener. La ganivelle, ce sont les palissades que l'on met sur les dunes pour protéger les dunes. Et en l'état, on a une action depuis une trentaine d'années sur la protection des dunes sur la réserve, qui est très importante et qui permet en fait de vraiment recréer ou aider les dunes à piéger le sable. Et du coup, par cette action, lutter contre les montées de la mer. Donc ce qui manque peut-être, sur des sujets qui génèrent des économies d'énergie ou des recettes financières, c'est peut-être cet outil qui permettrait d'exonérer les collectivités, peut-être même les particuliers, d'avoir à faire l'avance de départ et peut-être les aider et que derrière ils puissent rembourser soit sur les produits qu'ils généreraient, soit sur les économies de charges que cela générerait, comme ça peut se faire pour le cas d'entreprises privées. Une assiette, pourquoi ? Une assiette, pourquoi ? Pour deux raisons. Il est évident que dans le cadre de la semaine de convivencia, il y a une guinguette. Et si vous allez manger à la guinguette, eh bien, on va vous servir le repas dans des assiettes comme ça, dans des vraies assiettes, des vrais couteaux, des vraies fourchettes, etc. Parce que pas de produits jetables, pas d'assiettes en plastique, mais uniquement, je veux dire, des vraies assiettes. Et ces assiettes, d'ailleurs, ainsi que les couverts et tout ça, sont aussi symboliquement collectivisés avec zéro déchet, avec la map de ruiné, et on doit avoir 2 ou 3 000 assiettes, des couverts, etc. Et que n'importe quelle structure qui en a besoin peut les emprunter bénévolement, c'est-à-dire gratuitement.
Donc les deux objets que j'ai choisis à l'improviste, c'est donc les lunettes, c'est parce qu'au cas où, pour ceux qui seraient myopes, de prendre les lunettes pour bien regarder le changement climatique, parce qu'aujourd'hui c'est une réalité, on ne peut plus vraiment le nier, et qu'il y a déjà des conséquences aujourd'hui sur le changement climatique, sur nos territoires. Et le couteau, peut-être pour une action peut-être un peu radicale, il faut couper avec nos habitudes d'avant et puis passer à autre chose, à des habitudes plus respectueuses de notre planète, qui vont venir justement, on ne va plus transiter vers quelque chose puisque on est au pied du mur, donc là maintenant il faut passer à autre chose. Le choix de ne pas avoir l'objet, en fait, c'était lié à un trait relativement fort de la transition qui est l'approche de sobriété. C'est-à-dire la sobriété, c'est réellement faire le point sur nos besoins réels et mettre ça en perspective par rapport à tout ce qu'on nous offre, tout ce qu'on essaye de nous proposer, qui n'a pas forcément d'utilité au quotidien ou au long cours. Et donc essayer de se dire, revoir notre modèle de consommation, réduire notre impact sur la planète, quelque part probablement en faisant un effort, puisqu'on se doute bien que ça sera un peu moins confortable, mais un peu moins confortable ne veut pas dire invivable. Dans les outils du couteau suisse, il y a effectivement à penser l'objet global. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas encore une fois d'avoir une juxtaposition de bons outils, il faut encore trouver de quelle méthode on répare la machine, quoi. Donc voilà, donc il y a à la fois de l'analytique et du systémique, et c'est bien dans l'approche globale et systémique qu'il faudra arriver à trouver un modus operandi pour arriver à fonctionner tous ensemble pour résoudre ces grandes questions. Et donc une sonde piézométrique, eh bien, c'est un outil qui permet de, à partir d'un puits ou d'un petit forage, de mesurer le niveau de la nappe phréatique, donc de suivre l'évolution de la nappe phréatique. Et pour moi, pour le CIMCRO, ça symbolise l'action prioritaire, fondamentale, de base, avant toute décision ou action, qui est de connaître. Il faut connaître dans quel état on est pour savoir vers où on veut aller et comment on fait pour aller vers où on veut aller par rapport à la situation actuelle. La bannière des parcs naturels régionaux de France, Une autre vie s'invente ici, est vraiment à propos dans cette question-là. Super, c'est bon.